Voilà, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire avec le professeur Yvon Angler, qui est le délégué général Covid pour la Wallonie, et Jean-Michel Donier, qui est expert à l'Agence fédérale des médicaments, et aussi à l'Agence européenne, où il nous aide, et aussi en sécurité vaccinale au niveau de l'Organisation mondiale de la santé. Et donc, je les remercie tous les deux, ainsi que la VIC, pour l'organisation de ce webinaire. On se voit pour des moments qui sont réjouissants, ceux de la vaccination et donc ceux qui vont pouvoir lever la chape de plomb qui pèse sur le secteur des centres d'hébergement, que ce soit les maisons troupeaux, les centres d'établissement pour personnes en situation de handicap ou de santé mentale. Nous avons organisé la vaccination et nous avons pu, grâce aux informations du fédéral et de l'Europe, pouvoir anticiper, démarrer plus rapidement la vaccination dans les centres d'hébergement pour personnes en situation de handicap et santé mentale, mais aussi pour les jours à venir dans le secteur des maisons troupeaux pour pouvoir finir plus tôt cette vaccination. Et ça tombe bien parce qu'on a des informations qui viennent de l'étranger, que des virus mutants sont arrivés en partie sur le territoire et qui nous inquiètent et qui risquent de se répandre de manière rapide. Et donc je pense qu'on a intérêt à sécuriser tous les résidents qui sont hébergés dans les centres d'hébergement et aussi de sécuriser le personnel parce qu'on sait que la sécurité de l'un dépend de la sécurité de l'autre. Pour pouvoir s'occuper correctement des résidents, il faut que le personnel soit en bonne santé également, et donc votre santé nous interpelle et nous inquiète autant que celle des résidents, raison pour laquelle on a organisé cette séance, et aussi pour pouvoir donner des informations de manière objective et pouvoir répondre à vos questions, à vos inquiétudes, à vos interrogations qui sont tout à fait légitimes. Et donc, sans plus tarder, je cède la parole au professeur Yvon Angler et ensuite à Jean-Michel Donier. Voilà, mon micro est ouvert. Merci beaucoup, Madame la Ministre, et bonjour à toutes et à tous. Comme Madame la Ministre l'a dit, on avait évidemment un espoir tout à fait solide et concret pour la vaccination, et particulièrement pour les institutions, les maisons de repos et de soins et les institutions collectives, puisqu'on sait que, outre l'âge, c'est le fait de se retrouver en collectivité où la circulation du virus est plus intense que dans les habitations individuelles qui sont des risques particuliers et qui ont conduit à ce que ces institutions aient payé un lourd tribut jusqu'aujourd'hui. Alors l'arrivée des mutants du virus ne font que augmenter évidemment notre soulagement, d'une part, à voir que la vaccination avance et est de mieux en mieux accueillie dans les institutions, je vais en dire un mot, et d'essayer de répondre à l'ensemble de vos questions, puisqu'on sait, et ça c'est sûr que c'est légitime, pour un certain nombre de nos concitoyens, la décision de se faire vacciner est liée au fait d'avoir plus d'informations que ceux dont ils disposent, et ces webinaires sont destinés à cela. Alors ils deviennent un petit peu plus compliqués puisqu'on en a déjà fait beaucoup, et que donc je suis sûr que dans l'auditoire d'aujourd'hui, un certain nombre de gens nous ont entendus, soit Jean-Michel Donier, soit moi, soit les deux ensemble, puisqu'on a fait beaucoup de ces webinaires depuis quelques semaines en tandem, mais notre intervention sera un petit peu plus courte que celle que nous avons fait dans les webinaires précédents pour augmenter encore la place qui est laissée à vos questions, que vous pouvez dès à présent écrire dans la conversation, et que les gestionnaires de ce webinaire à la VIC gèrent avec nous, et je les en remercie déjà chaleureusement. Alors, vous savez qu'on a avancé de manière énergique dans la
vaccination des maisons de repos. Fin de la semaine prochaine, toutes les maisons de repos qui n'ont pas un cluster, donc un foyer d'épidémie intense qui gênerait la vaccination, auront été visitées pour la première fois pour recevoir une première dose du vaccin Pfizer chez tous les résidents et une partie du personnel en fonction des doses disponibles qui le souhaitent. Et dès la semaine prochaine, avec l'élargissement du nombre de doses et ce fameux passage à 6 doses par flacon, par vial, la capacité de vacciner est en augmentation. Mais de toute façon, nous avions prévu qu'à partir du 25 janvier, au moment où nous revenons dans chacune des institutions que nous avons visitées pour une première dose afin de donner la deuxième dose du vaccin Pfizer qui doit être donnée à 21 jours d'intervalle, nous offrons la possibilité à toute personne qui n'a pas été vaccinée la première fois, quelle que soit la raison, il n'était pas présent, il n'y avait pas de dose disponible, il avait de la fièvre, il avait une infection intercurrente à ce moment-là, ou il avait une hésitation qui l'a conduit à passer son tour, si j'ose m'exprimer ainsi, lors du premier passage, mais on donne à toutes ces personnes l'opportunité de se vacciner lors de ce deuxième passage pour une première dose, et on reviendra une troisième fois pour donner la deuxième dose à ces personnes qui commenceraient leur vaccination seulement fin du mois. Alors, en ce qui concerne les institutions collectives de soins, entre autres le handicap, la santé mentale qui nous a rejoints dans ce webinaire, c'est la première opportunité pour eux de recevoir le vaccin, et on voit que les inquiétudes sur la vaccination sont en recul, à la fois le fait qu'il y a maintenant une information plus claire et que nous essayons au maximum de diffuser comme aujourd'hui joue certainement un rôle, mais aussi le fait que autour de nous, partout dans le monde, des millions de gens, plus de 10 millions, je suis sûr que Jean-Michel qui suit ce tableau de près va nous donner les derniers chiffres, mais il commence à être très important, et les données de sécurité qui étaient obtenues dans les essais cliniques se confirment et devraient rassurer sur le fait que, comme les autres vaccins que nous avons à notre disposition pour beaucoup de maladies et dont nous sommes protégés aujourd'hui grâce à cette technique, le vaccin est une opportunité extraordinaire pour nous protéger et sortir de la pandémie dans laquelle nous sommes embourbés depuis bientôt 10 mois, mars 2020 étant probablement la date à marquer d'une pierre noire dans notre calendrier de l'année passée. Alors, je vais passer la parole sans plus tarder à Jean-Michel Donnier, qui est, comme Madame la Ministre l'a dit, une des personnes les mieux placées pour nous parler à la fois de l'efficacité et de la sécurité des vaccins, ainsi que de leurs indications, puisqu'il participe au Cénacle qui, avec l'œil des experts, évalue la sécurité, l'efficacité et la qualité des produits que les firmes pharmaceutiques veulent mettre sur le marché. C'est un homme indépendant qui a toute son autonomie, comme doivent être des experts de l'Agence du médicament, sans lien avec les producteurs, et une seule préoccupation: nous permettre d'accéder aux médicaments et aux vaccins efficaces, et de veiller à ce que les critères de sécurité requis pour mettre
ces produits sur le marché sont bien rencontrés et c'est de tout ça qu'il va nous parler. Je lui cède immédiatement la parole. Merci Yvon, merci Madame la Ministre. Vous voyez ma présentation? Oui, Monsieur Denier, vous pouvez continuer. Parfait, donc effectivement, je siège dans l'agence belge à l'Agence européenne du médicament, le comité qui s'occupe de la sécurité des vaccins à l'Agence européenne du médicament, où tous les pays européens sont représentés, donc les 27 pays européens, et je siège également au comité mondial de sécurité des vaccins, là où on est 13 personnes pour représenter quelque part le monde, et je fais partie des 2 qui représentent l'Europe. Je remercie le professeur Angler d'avoir souligné que je n'ai pas de conflit d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique en général et a fortiori avec celle des vaccins, de par ma présence d'ailleurs depuis maintenant un certain nombre d'années dans ces différents comités ou dans ces différentes associations. Alors, je vais rentrer directement dans le vif du sujet, puis je vais vous exposer surtout le vaccin qui nous intéresse, le vaccin Pfizer. Et donc, je rappelle 2 choses en ce qui concerne la maladie, qui est une maladie principalement inflammatoire, pulmonaire, et qui est une maladie thrombotique, donc qui génère notamment des thromboses, qui vient d'une infection virale d'origine nasopharyngée et qui va amener une période asymptomatique. Alors, cette période asymptomatique peut être pré-symptomatique, c'est-à-dire avant d'avoir éventuellement des symptômes, ou au contraire, peut être totalement asymptomatique. Et donc ça, c'est intéressant. Une étude qui a été publiée hier montre que plus de 50% de la transmission du virus se fait par des personnes qui sont asymptomatiques, donc qui n'ont absolument aucun symptôme. Mais néanmoins, même si elles n'ont pas de symptômes, au même titre que les personnes symptomatiques, on va avoir la charge virale qu'on peut détecter, donc ce dont on parle beaucoup dans les médias, les tests PCR permettent de détecter en fait le matériel génétique qui est présent dans le virus, principalement au niveau nasopharyngé, puisque soit c'est par un échevillon au niveau prélèvement nasopharyngé, soit vous savez que la région wallonne a investi également avec l'Université de Liège pour avoir des tests salivaires qui permettent également de mesurer la présence du virus au niveau donc de la salive. Et donc, on va avoir une charge virale qui va augmenter. Ici, vous avez le temps en fait. Et dès que des premiers symptômes vont apparaître, c'est là souvent qu'on a un pic de charge virale qui diminue avec le temps, parce que le virus est moins présent au niveau nasopharyngé, il s'est développé au niveau pulmonaire, et puis chez des personnes qui vont avoir une réponse normale, on va avoir ici la production d'anticorps qui vont être dirigés contre le virus et qui vont permettre chez la plupart des personnes, il ne faut pas l'oublier, de survivre et de guérir naturellement de la maladie. Et donc la charge virale va diminuer au fur et à mesure que les anticorps augmentent. Malheureusement, chez des personnes plus âgées ou chez des personnes qui ont des facteurs de risque, on passe d'une forme relativement modérée à sévère à des formes beaucoup plus sévères, voire des formes critiques, qui amènent une mortalité et une saturation des hôpitaux, puisque malheureusement, c'est des personnes qu'on met sous respirateur et qui doivent être suivies de façon intensive. Et donc l'objectif ici, avec le développement des vaccins, Madame la Ministre a mentionné que c'était une bonne nouvelle, et en fait, c'est, sans vouloir être pessimiste dans la bonne nouvelle, c'est la seule bonne nouvelle, puisque en ce qui concerne les traitements, on n'a plus, depuis quelques mois maintenant, depuis la découverte que la dexaméthasone, qui est un corticoïde assez classique, somme toute, qui est utilisé depuis des années, et l'utilisation d'anticoagulants, on n'a pas quelque part dans notre arsenal, on n'a pas dans les mois, dans les années à venir peut-être, un traitement efficace de la maladie. Donc le vaccin est certainement la meilleure façon de se protéger contre quoi? Vous voyez ici, c'est les chiffres que j'ai été rechercher aujourd'hui, 20 000 décès au 15 janvier 2021 en Belgique, dont 8 788, notamment en maison de repos, 11 339 en hôpital. Donc, une maladie qui amène à peu près 2000 morts par mois, donc en nombre absolu, c'est absolument colossal. L'année 2020 a été une des années les plus mortelles depuis des dizaines d'années en Belgique. Et par ailleurs, ce nombre, même s'il diminue, avec un risque éventuellement de 3e vague, avec un risque, comme la ministre l'a mentionné, Madame la ministre l'a mentionné, de forme mutante, il faut absolument se sortir de cette fameuse pandémie grâce au vaccin qui permet de prévenir avant tout les maladies, puisque même si un traitement
devaient être disponibles. Il faut savoir que des traitements efficaces à 100% comme antiviraux sont relativement rares et donc il faut vraiment se concentrer sur le vaccin. Pour se protéger soi-même, je vais vous montrer les chiffres, mais vous savez également que c'est pour protéger les autres. Alors il y a deux façons de protéger les autres en étant vacciné. Il y a d'une part parce qu'on sait qu'on va avoir ce qu'on appelle une immunité de masse à partir d'un certain pourcentage de la population qui est vaccinée. Et donc je pense que les entités fédérées, donc notamment la région Wallonne en ce qui nous concerne, mettent les bouchées doubles et on peut s'en réjouir pour permettre justement cette vaccination de masse le plus rapidement possible et dans un environnement sécurisé au niveau notamment de la mise en place de la vaccination avec les vaccins qui sont disponibles. Et c'est cette vaccination qui a été mentionnée hier, dont l'estimation, on espère plus de 70%, et sauveur de ma part, Madame la Ministre, c'était 78% que Monsieur le ministre Di Rupo a mentionné, c'est de permettre d'avoir une protection des individus qui soit ne sont pas vaccinés, parce que pour différentes raisons, certaines personnes qui ont des pathologies chroniques ou des pathologies qui vont nécessiter un traitement plus lourd, par exemple des anticancéreux, ne peuvent éventuellement pas être immunisées. Et donc, pour toutes ces personnes, il faut certainement se vacciner pour les protéger également du risque de développer des formes sévères de la maladie. Donc, toutes les personnes, quelque part, qui sont sujettes à la vaccination devraient se faire vacciner pour également protéger les autres. En plus, vous allez le voir, de se protéger soi-même. Alors, cette immunité de masse, on en parle beaucoup. Je m'excuse, la diapositive est en anglais. C'est pour vous illustrer à quoi est-ce que ça correspond. Donc, ici, vous avez un porteur de la maladie qui est représenté en orange. Et vous avez toute une série de personnes qui sont susceptibles de développer la maladie, qui représentent aujourd'hui les personnes qui n'ont pas encore été contaminées par le virus. Donc, ça représente plus de 85% de la population belge. Et pour protéger la majeure partie de ces populations qui ne sont pas encore contaminées des personnes qui sont porteurs du virus, il faut un certain nombre de personnes, ce qui est représenté ici en mauve, qui développent une réponse immunitaire. Et cette réponse immunitaire, il est préférable, bien évidemment, que ce soit lié à la vaccination, puisque le vaccin n'entraîne pas la maladie, alors que si ça vient de la maladie elle-même, par définition, on va avoir dans tous ceux qui vont être confrontés à la maladie une mortalité qui sera toujours présente, plus une saturation des hôpitaux, donc des confinements, donc des drames tant humains que sociétaux ou socio-économiques. Donc l'important, c'est vraiment d'avoir quelques personnes qui seraient éventuellement susceptibles encore de développer la maladie, mais qui seraient protégées par un nombre de personnes beaucoup plus important, qui seraient porteurs du virus et surtout porteurs des anticorps et ce qu'on appelle l'immunité cellulaire. Alors, l'objectif étant donc d'avoir une couverture vaccinale qui est représentée ici en vert, qui va augmenter, et donc la pente, ça veut dire la rapidité avec laquelle on va développer cette vaccination, va permettre de réduire l'incidence, ça veut dire les nouveaux cas de maladie. Et donc, plus la pente est importante, donc plus vous allez grimper sur une pente qui est plus difficile, mais plus rapidement, vous allez espérer réduire les nouveaux cas de maladie. D'où l'importance et les difficultés dont on peut quelque part saluer les efforts des entités fédérées de développer le plus vite possible cette couverture vaccinale avec bien évidemment les vaccins qui sont disponibles pour réduire l'incidence de la maladie, ça veut dire réduire les nouveaux cas et espérer ne pas avoir des rechutes qui pourraient venir par exemple d'une perte de confiance en la vaccination. Et on va voir qu'on vaccine maintenant de plus en plus de personnes et au contraire, toujours actuellement, une dernière étude a montré que là où on avait une confiance dans la vaccination qui était de l'ordre de 50% maximum avant Noël, maintenant elle augmente progressivement. C'est certainement une bonne chose, mais il faut garder les efforts tant sur la couverture vaccinale que sur les schémas de vaccination, donc un schéma de vaccination en 2 doses. Alors ici, c'est un peu technique, je vais passer relativement rapidement dessus. C'est juste pour vous montrer que le virus est un virus avec des pointes, c'est ce qu'on appelle une protéine S, qui est en fait la clé qui permet de rentrer à travers la serrure dans une chambre ou une pièce qui est par exemple ici la cellule. Et c'est là où il va se reproduire et il peut entraîner cette fameuse réaction inflammatoire et cette réaction de risque thrombotique, donc de risque de thrombose notamment pulmonaire. Et naturellement, je vous ai montré qu'il y a toute une série de personnes qui développent des anticorps ou qui développent des symptômes un peu moindres. Ces anticorps viennent d'une réaction immunitaire où on développe 2 types de réponses. Une réponse dite
avec la production d'anticorps, ce qu'on appelle une réponse dite humorale, et une réponse avec la production de cellules qui vont également s'attaquer aux cellules qui vont être infectées par le virus. Donc c'est cette double réponse qui, dans des délais de 12, 13, 14 jours, doivent permettre de sortir de l'infection virale et de ses symptômes, mais sauf si vous avez vraiment des facteurs de risque plus importants, notamment les personnes âgées ou des personnes, par exemple, obèses en particulier. Et on va garder des cellules qui s'appellent les cellules mémoire, qui, même si les taux d'anticorps diminuent, vont donner encore une certaine efficacité à votre réponse immunitaire. Alors, je vous ai dit, je me concentre sur le vaccin qui nous intéresse ici. C'est un vaccin à ARN messager. Alors, on n'a jamais mis par le passé un vaccin ARN messager sur le marché. Et donc, il a été développé sur base de connaissances technologiques complémentaires entre plusieurs industries pharmaceutiques, mais également avec les soutiens des partenaires publics et du privé pour pouvoir développer des vaccins en grande quantité et relativement rapidement. Donc c'est un vaccin qui va mimer, si vous voulez, la réponse immunitaire. Pourquoi? Parce que dans ces vaccins se trouve ce fameux ARN messager, qui là aussi, on le retrouve dans toutes les cellules, un ARN messager. L'ensemble des cellules de votre corps contient un ARN messager. Si vous êtes infecté par un virus, c'est un virus, si c'est un ARN, vous allez également avoir de l'ARN. Et donc cet ARN a cette caractéristique qu'il est très peu stable, raison pour laquelle il faut le garder à moins 70 degrés, 75 pour le vaccin Pfizer. Et deuxièmement, deuxième intérêt, il ne rentre pas dans le noyau de votre cellule, alors c'est un jargon un peu technique, mais il ne rentre pas dans la cellule, ça veut dire dans l'endroit où se trouve votre matériel génétique qui vous caractérise. Donc il ne perturbe pas, si vous voulez, votre matériel génétique, donc ce n'est pas un organisme génétiquement modifié qui va entraîner des perturbations de ce qu'on appelle de vos gènes, de vos génomes. Il va être rapidement transformé en cette fameuse protéine qui est présente sur le virus, cette fameuse clé qui permet de rentrer dans la cellule et entraîner la réponse immunitaire. Donc, techniquement, la difficulté, et c'est la raison pour laquelle ce type de vaccin n'a rarement été mis sur le marché par le passé, du moins en quantité aussi importante, c'est parce qu'il y a une technicité à préparer ces vaccins ou ces produits qui sont assez compliqués, assez complexes, et ce n'est pas parce qu'il a entraîné par le passé des problèmes d'efficacité ou de sécurité majeurs qu'on n'a jamais eu ce type de vaccin sur le marché. Alors, la nuance, c'est vrai, comment les vaccins sont-ils développés? D'habitude, ils prennent entre 8 et 15 ans, 8 ans, je dirais, de façon moyenne pour les vaccins développés les 10 dernières années, parce qu'on passe par un financement assez lourd qui est étalé sur 8 à 10 ans, ce qui revient moins cher par an. On fait des études principalement en laboratoire sur l'animal qui prennent 2-3 ans parce qu'elles nécessitent ce qu'on appelle une vérification de la preuve du concept pour être certain que votre cible thérapeutique est intéressante. Et puis des études cliniques qui coûtent particulièrement cher. Quand on dit clinique, ce n'est pas qu'elles se déroulent en milieu hospitalier, c'est que c'est réalisé sur l'homme, ou la femme bien évidemment, principalement un homme ou une femme qui est en bonne santé, et puis on augmente la complexité et le nombre de personnes dans ces études pour arriver à cette fameuse phase 3 qui dure 2 à 3 ans. Ensuite, on demande une autorisation de mise sur le marché, ici c'est à l'Agence européenne du médicament, et la production à grande échelle du vaccin. Alors ici, on a développé un vaccin en moins d'1 an. Pourquoi? Je vous l'ai dit, la première des raisons, c'est parce qu'on a financé tout de suite, de façon importante, la totalité du développement du vaccin. Deuxièmement, on a eu des phénomènes collaboratifs entre industries pharmaceutiques, chercheurs internationaux, donc au niveau mondial, pour permettre d'identifier rapidement cette fameuse protéine S qui devait être la cible du vaccin. Et on a développé les études animales, les études en laboratoire, avant les études chez l'humain. Les études chez l'humain ont été faites presque en parallèle avec cette fameuse phase 3 qui était intéressante parce qu'elle était beaucoup plus quantitative en termes de nombre d'individus qui étaient vaccinés ou étudiés que dans une phase 3 normale, puisque pour le vaccin Pfizer, il a été étudié en études cliniques chez plus de 40 000 individus, dont la moitié étaient vaccinés. Donc on a plus de 20 000 individus vaccinés avec le vaccin Pfizer, rien qu'en études cliniques, là où pour un vaccin normal, on tourne aux alentours de 3 500 individus. Donc vous avez 6 fois plus de chances de détecter si un effet indésirable devait se produire dans les études avec le vaccin Pfizer qu'un vaccin normal. Et enfin, vous voyez qu'ici, c'est l'usine de production. Dès les phases 3, dès les premières données qui montraient une certaine efficacité, les vaccins ont été produits en grosse quantité, ce qui est particulièrement intéressant. Et c'est ici que joue également la collaboration internationale, des financements de partenariats publics-privés,
puisque la Commission européenne a débloqué également de l'argent pour augmenter les sites de production des vaccins. C'est ça que la Belgique qui devait initialement se retrouver avec 5 millions de doses de vaccins Pfizer, va pouvoir bénéficier de 7,5 millions de doses minimum de doses de vaccins Pfizer supplémentaires, en plus de nouveaux vaccins qui vont arriver. Et donc ce vaccin Pfizer est intéressant parce que vous allez le voir, il donne un profil d'efficacité et de sécurité presque inattendu pour un vaccin nouveau. Et son nom, il s'appelle Comirnaty. CE, c'est pour Covid, mais c'est également, selon la firme pharmaceutique qui a déposé ce nom, la firme Pfizer, c'est pour représenter la combinaison de la communauté, notamment de travail qui a été réalisé en collaboration entre des partenariats publics-privés, mais également entre industries pharmaceutiques, puisqu'on appelle ça un vaccin Pfizer, mais en fait, ils ont bénéficié de la technicité, la technologie développée en Allemagne par la firme BioNTech. Et RNA, parce que c'est un vaccin à RNA messager. Alors, je vous ai parlé d'efficacité, je vous ai dit que l'intérêt de se faire vacciner, indépendamment des 70% dont on parle, c'est d'abord une efficacité à titre individuel. Et comment est-ce qu'on mesure ça? Vous prenez une population de personnes, on pourrait faire ça dans une maison de repos avec 100 personnes, vous donnez chez 50%, 50 le vaccin, 50, vous ne donnez pas le vaccin, vous prenez un placebo, et puis vous analysez après un certain temps le nombre de personnes parmi les vaccinés qui tombent malades de la maladie, donc confirmé que c'est des individus Covid, dans le groupe vacciné par rapport au groupe non vacciné. Et donc, vous estimez ainsi le nombre de personnes qui ont été vaccinées et qui ont développé la maladie et le nombre de personnes qui n'ont pas été vaccinées et qui ont développé la maladie. Et si un vaccin est efficace, vous attendez à avoir une probabilité, ça veut dire une chance moins de développer la maladie si vous êtes vacciné par rapport à si vous n'êtes pas vacciné. Donc, c'est ce qui a été fait à beaucoup plus grande échelle dans cette fameuse étude Pfizer, où on a constaté une efficacité de 95%. Ça veut dire quoi, une efficacité de 95%? Rapporté à une population beaucoup plus importante, c'est que sur 18 000 personnes vaccinées dans le vaccin Pfizer et 18 000 dans le vaccin placebo, seuls 8 ont développé la maladie lorsqu'ils étaient vaccinés par rapport à 162 qui ont reçu le placebo. Donc, vous avez 95% de chances en moins, ou en plus si vous voulez, appelez ça comme vous voulez, mais 95% de chances de moins de développer la maladie si vous êtes vacciné. Donc dit autrement, si à titre individuel vous vous faites vacciner, vous avez beaucoup moins de chances de tomber malade si vous avez le virus qui se développe chez vous que si vous ne prenez pas le vaccin. Et donc ça, c'est indépendamment des 70% potentiels dont on parle d'efficacité vaccinale dans une immunité de masse. Donc la première raison de se faire vacciner, c'est beaucoup moins de chances d'être malade si vous devez développer et attraper le virus, et ça c'est important. Ce qui est important aussi, c'est que je vous ai dit, c'est d'avoir un schéma à 2 doses, puisque c'est ce qui est recommandé tant que maintenant, 21 jours d'espace pour les 2 doses. Pourquoi? Parce que premièrement, on sait, et c'est pour ça qu'il faut garder aussi une précaution majeure, surtout au début de la vaccination, parce qu'après la première dose, pendant les 12-13 jours qui viennent, c'est là où se développent les anticorps et vous allez encore avoir des personnes qui vont tomber malades de la maladie s'ils sont exposés au virus, bien évidemment. Et au même titre que s'ils n'étaient pas vaccinés. Et puis on commence à partir du 13e jour à avoir déjà un effet, ça veut dire moins de personnes qui vont tomber malades dans le groupe vacciné. Et donc on redonne une deuxième dose à 21 jours pour rebooster, si vous voulez, l'immunité, notamment ce qu'on appelle ces anticorps neutralisants, qui fait que après la deuxième dose, beaucoup moins de personnes tombent malades. Vous voyez que chacune des ronds ici, c'est une personne qui tombe malade dans un groupe. Les carrés, c'est une personne qui tombe malade dans un groupe placebo. Inutile de dire que quand vous voyez ça, si vous devez vous balader dans un endroit où le virus est présent, y compris les formes mutantes, il est préférable certainement de faire partie des groupes qui ont été vaccinés, qui vont développer beaucoup moins la maladie que des groupes non vaccinés ou bien vaccinés avec un placebo. Et par ailleurs, la question qui était souvent posée, est-ce que les personnes dans les maisons de repos ne sont pas quelque part des cobayes de l'industrie pharmaceutique? Je vais vous dire que non. D'abord parce que dans les études cliniques, les personnes de plus de 65 ans, même plus de 75 ans ont été inclus et on a montré encore une efficacité qui était équivalente à plus de 95%. Et là, c'est un peu surprenant parce qu'on sait que les personnes plus âgées ont ce qu'on appelle une immunosénescence, elles perdent un peu d'efficacité immunitaire, cette production d'anticorps. Mais là, le vaccin était bien dosé, était bien administré pour permettre une efficacité encore de près
de 95%. Donc non, vous n'êtes pas des cobayes, vous êtes des exemples par rapport certainement à la population, puisque vous acceptez d'être vaccinés dans les premiers, mais vous allez voir que vous n'êtes plus du tout dans les premiers si on regarde ça à l'échelle mondiale. Mais je peux vous assurer que vous devez être pris comme des exemples pour non seulement vous protéger vous-même, mais pour donner l'exemple par rapport à ceux qui auraient encore des doutes. Et au-delà de l'âge, je vous ai dit, il y a un deuxième facteur qui est important, c'est ce qu'on appelle les comorbidités. C'est le cas notamment du poids qui est le deuxième facteur majeur. Et là aussi, dans les études cliniques, on avait inclus toute une série de patients, y compris des patients obèses. Et là aussi, on a montré encore une efficacité de 95%. Si certains d'entre vous ont une maladie cardiovasculaire sous-jacente, ont une maladie pulmonaire chronique, de la BPCO, de l'asthme, ont du diabète, qui est un corollaire souvent du poids, notamment dans le diabète de type 2, là aussi une efficacité de l'ordre de 95%. Donc, vaccin efficace chez les personnes plus âgées ou éventuellement ou qui souffrent de comorbidités, quelles que soient les comorbidités en général. Alors, une efficacité redoutable, je vais dire, par rapport à d'autres vaccins, mais également une sécurité classique qu'on a avec les vaccins, c'est ce qu'on appelle une réactogénicité, comme son nom l'indique, ça veut dire des événements qui vont se passer, des événements indésirables, mais qui sont d'intensité modérée, allégée. C'est le cas des douleurs à l'injection, qui arrivent, c'est vrai, dans 80% des cas, plus que dans le placebo, parce que ça vient de la réaction locale inflammatoire, avec un érythème ou un gonflement, mais principalement modéré ou léger. Et dans certains cas, vous allez avoir des réactions dites systémiques, ça veut dire des réactions, vous allez ressentir un peu de fièvre, un peu de maux de tête, un peu de myalgie. La plus fréquente, c'était notamment de la fatigue qui apparaissait dans 6 cas sur 10, mais si vous prenez des maux de tête, par exemple, ça arrivait presque aussi fréquemment dans les vaccinés que dans le groupe placebo. Donc, il y a un effet qu'on appelle nocebo, un effet qui vient plus de la croyance que ce qu'on va vous injecter va entraîner un effet indésirable. Donc, globalement, c'est une sécurité assez intéressante qui apparaissait d'ailleurs moins fréquemment après la première dose qu'après la deuxième dose, et le risque est moins élevé chez les plus de 55 ans parce que justement la réactogénicité est moindre, la réponse immunitaire est moindre chez les plus de 55 ans, donc si ça vous concerne, il se peut que vous ayez moins d'effets indésirables. Alors c'est la raison pour laquelle l'Agence européenne des médicaments et au préalable la FDA, le Canada et d'autres pays ont autorisé le vaccin Pfizer sur le marché. À partir de 16 ans, parce que les études ont été réalisées en fait à partir de 12 ans, mais c'est à partir de 16 ans qu'on a pas mal de données. Et quelques réactions sont néanmoins apparues dans la vraie vie. Vous l'avez entendu certainement parler d'hypersensibilité, de réactions anaphylactiques qui apparaissent dans des cas très rares. Alors, ces réactions apparaissent qu'on soit ou pas allergique à certaines caractéristiques. Et donc, d'ailleurs, dans les études cliniques, on avait presque 6000 personnes qui étaient avec des antécédents d'allergie. Et donc ces personnes n'ont pas forcément développé dans les études cliniques d'événements indésirables de type réponse dite anaphylactique, donc c'est principalement de l'insuffisance respiratoire, des atteintes cutanées, et qui sont traitées d'ailleurs relativement rapidement par une injection d'adrénaline. Et donc on met à disposition par le corps médical et par l'environnement de la vaccination le matériel pour traiter, prévenir ce type de réaction. Donc, il apparaît de façon très rare, un cas sur 1 million. Avec le vaccin, c'est vrai ici, il apparaît de façon entre guillemets un peu plus fréquente, un cas tous les 100 000 vaccinés. Mais tous les 100 000 vaccinés, ça reste néanmoins très très rare. Donc, vous avez moins de chances d'avoir une réaction anaphylactique en étant vacciné que, par exemple, de vous étouffant en mangeant tous les jours une nourriture ou des cacahuètes. Donc, c'est important aussi de le rappeler, de le mentionner. Et en plus, quand bien même ça arriverait, on a proposé d'avoir une surveillance appropriée pendant au moins 15 minutes après la vaccination avec le matériel pour pouvoir être traité. Et presque la totalité des personnes qui ont fait des réactions anaphylactiques après les vaccins, elles ont été traitées et elles ont survécu sans problème. C'est des réactions qu'on peut gérer par le matériel qui est mis à disposition. Néanmoins, ce qu'on recommanderait, c'est qu'une deuxième dose ne serait pas administrée si une personne avait développé à la première dose cette réaction anaphylactique. Alors, je vous l'ai dit, je vais m'arrêter ici puisque je parlais surtout du vaccin Pfizer. Le deuxième vaccin dont on a autorisé la mise sur le marché par la Commission européenne via une opinion favorable de l'EMEA, c'est le vaccin Moderna, qui est l'équivalent.
il y a quelques nuances, je ne vais pas en parler ici, mais en termes d'efficacité, en sécurité qui est équivalente, vous voyez, c'est des vaccins très efficaces, hein, aussi efficaces que quelque part la rougeole, la rubéole ou la polio, mais bien plus efficaces que les vaccins contre la grippe qui sont néanmoins nécessaires d'être réalisés, surtout chez les personnes à risque. Alors c'est vrai qu'on craint cette mutation anglaise, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais cette mutation anglaise est apparue justement à un endroit de la clé qui est important pour pouvoir rentrer dans la serrure. Et en fait, ça rend d'autant plus facile la clé pour rentrer dans la serrure, donc le virus rentre d'autant plus dans la cellule et il est plus contagieux. Et donc, mais il n'augmente pas, semble-t-il, plus la sévérité de la maladie. Par contre, les anticorps étant dirigés contre cette partie de la clé qui nous intéresse, on pouvait se poser la question de savoir si les vaccins allaient encore être efficaces sur cette forme mutante. Et donc oui, on a eu des premières données publiées la semaine passée qui ont montré que le vaccin Pfizer reste efficace contre la forme mutante du virus, mais pour éviter que ce virus ne se développe dans la population belge, par exemple, de façon trop importante et arrive à saturer de nouveau les hôpitaux, et avec les risques de mortalité que ça peut engendrer, la campagne de vaccination doit certainement se dérouler de façon plus efficace, et c'est ce qui est actuellement proposé, puisque je vous rappelle que initialement était prévu de vacciner tant les maisons de repos que les professionnels de la santé ou des hôpitaux de façon beaucoup plus étalée. Donc, vu des efforts considérables réalisés par les entités fédérées, la région wallonne en particulier, on a pu rapprocher cette campagne de vaccination vers ceux qui en ont le plus besoin, et on peut certainement s'en réjouir avec bien évidemment des vaccins qui sont particulièrement efficaces. Donc on va surveiller cette couverture vaccinale. Yvon Angler a mentionné que la semaine prochaine, on devrait avoir vacciné toutes les maisons de repos avec une première dose. C'est certainement important. Ça donne énormément d'informations, tant sur l'efficacité du vaccin dans la vraie vie que sur la sécurité. C'est la raison pour laquelle on demande d'enregistrer les données dans Vaccinet Plus. Ce n'est pas du tout pour vous tracer, pour dire oui, absolument, on saura que vous êtes vacciné. Bien sûr, vous-même, à titre individuel, vous pourrez le savoir. Vous pouvez imprimer un document qui montre que vous avez été vacciné, mais pour nous, ces données sont anonymes et on les utilise de façon anonyme pour les statistiques, mais absolument pas pour savoir qui a été vacciné dans quelle maison de repos. Je tiens à le mentionner. Et d'ailleurs, c'est ces demandes qui sont faites par l'Agence européenne du médicament et l'OMS pour avoir une surveillance également via les effets indésirables qui sont rapportés. Et cette surveillance via l'OMS est un phénomène collaboratif avec plus de 140 pays qui participent à la surveillance des vaccins, mais pas uniquement, et qui renvoie les événements indésirables qui pourraient apparaître dans une base de données qui est située à Uppsala en Suède et qui dépend de l'OMS en fait. Et donc ce qui est intéressant, je vous ai mis la carte de vaccination à la date d'aujourd'hui également. Yvon Angler a parlé d'une dizaine de millions de vaccins. En fait, il y a 35 millions de vaccins qui ont été administrés à la date d'aujourd'hui, dont 12 millions rien qu'aux États-Unis. Et pourquoi est-ce que je mentionne les États-Unis? Parce que c'est le pays qui a également commercialisé les mêmes vaccins que nous, à savoir de façon un peu plus précoce le vaccin Pfizer et le vaccin Moderna. Et donc, on a une expérience certainement de ces deux vaccins. Si on rajoute à ça le Canada et on rajoute à ça l'Angleterre et d'autres pays, on a une expérience de plus certainement de 15 millions de vaccins avec les vaccins qui vous ont été proposés ou qui vont vous être proposés, comme le vaccin Pfizer ou le vaccin Moderna, suivant que vous êtes en milieu hospitalier. Et donc ça, c'est considérable. Et le profil de sécurité est comparable à ce qu'on a en études cliniques. Alors, je termine donc par, effectivement, cette information comme quoi on voit vraiment qu'on a une adhésion de la population au vaccin, certainement par la transparence qui est offerte ici par la région wallonne et la VIC et la ministre Yvon Angler auprès de vous de façon, je vais dire, quasi ininterrompue, parce que ça va être répété de semaine en semaine, pour vous tenir informé de l'évolution, tant sur l'efficacité et la sécurité de ces vaccins, des nouveaux vaccins. On a une transparence totale au niveau de la sécurité. Vous avez peut-être vu dans les médias hier qu'une personne de 83 ans était décédée 5 jours après la première dose de vaccin. Ben, c'est normal, puisque par définition, le vaccin prévient des risques de développer la maladie, mais malheureusement, il ne prévient pas de l'ensemble des maladies dont vous pouvez souffrir. Et donc, on sait que des personnes plus âgées ou qui ont des facteurs de risque vont mourir indépendamment de la vaccination. Mais vous voyez que par transparence, on a mis à disposition également cette information et on va étudier au même titre que l'ensemble des pays du monde qui utilisent aujourd'hui le vaccin, l'impact sur toute personne qui développerait des effets indésirables.
Donc, au jour d'aujourd'hui, sur un nombre de vaccins administrés très important, on n'observe pas de phénomènes différents que ce qu'on a vu en études cliniques. Je vous remercie de votre attention. Pardon. Merci beaucoup, Jean-Michel. Donc, la parole est maintenant, si j'ose dire, à la salle, à vous de poser vos questions, et il y en a déjà eu beaucoup. Peut-être que, Madame la ministre, vous voudrez en prélever l'une ou l'autre et nous faire répondre là où l'expertise peut être utile. Merci, professeur. Alors, quelques éléments. Donc, si vous avez des doses en plus qui restent à la fin de la vaccination, profitez-en pour vacciner les bénévoles qui fréquentaient ou qui refréquenteraient à nouveau la maison de repos, le centre d'hébergement ou le centre en général dans lequel vous êtes. Éventuellement les professionnels, les stagiaires, les professionnels qui fréquentent aussi le site mais de manière non permanente. Je pense ça pourrait être des kinés, ça pourrait être éventuellement les médecins généralistes qui viennent relativement régulièrement. Donc n'hésitez pas, je crois que le message principal c'est de dire surtout vous ne jetez aucune dose. Donc toutes les doses sont précieuses et s'il vous reste des doses, utilisez-les, mais inscrivez-les aussi dans VaccinNet. Et je me permets d'insister parce que c'est important en termes, on parlait de transparence, il y a aussi une volonté de la population de savoir quelle est l'utilisation et le nombre de personnes qui sont vaccinées. On remarque depuis le début de la vaccination qu'on a vacciné en réalité plus que le nombre de vaccins qui sont pour le moment encodés dans VaccinNet, parce qu'il y a un effet retard de la part des médecins qui ont vacciné. Alors, d'une certaine manière, je préfère qu'on vaccine plutôt qu'on fasse des actes administratifs, mais pour la population qui nous met aussi, qui attend aussi de voir comment les choses évoluent, ils ont besoin qu'il y ait une fidélité entre l'acte qui est fait et le fait qu'il soit comptabilisé. Donc surtout, inscrivez-le sur VaccinNet, quand bien même il ne s'agirait pas de personnel qui est engagé professionnellement dans votre institution. Sur le frigo, je laisserai répondre M. Angler. Vous devez pouvoir anticiper au maximum. Plusieurs demandent si on va repasser, si on peut passer son tour, etc. Alors, prenons toujours le point de vue de l'autre. Il y a des dizaines de milliers, voire de centaines de milliers de personnes qui aimeraient être à votre place. Et nous avons une pression de gens qui souhaitent être prioritaires. Il se fait que le Conseil supérieur de la santé, le comité bioéthique, a organisé un ordre dans lequel nous ne pouvons pas déroger. Et donc, vous êtes prioritaire parmi les prioritaires, donc c'est important. Mais si vous passez votre tour, vous reviendrez par la voie classique, soit si vous avez plus de 65 ans, dans les personnes de plus de 65 ans, dans la phase un peu plus tard, soit si vous avez moins de 65 ans, dans les convocations classiques pour l'ensemble de la population, mais il pourra s'écouler plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois, on ne peut pas encore garantir un planning sûr. Donc, si vous avez une occasion, une opportunité de pouvoir vous faire vacciner rapidement, je vous conseillerais de le faire rapidement. Encore une fois, tout ça se fait sur base évidemment volontaire, et donc c'est votre choix, mais sachez que nous, on va devoir organiser les choses. Autant les 2 premières semaines, 2-3 premières semaines, on a laissé le temps au personnel principalement de pouvoir avoir les informations nécessaires et donc on comprenait l'hésitation vaccinale. Autant maintenant, il y a une accélération du processus, ce qui ne va du coup plus nous permettre de pouvoir repasser peut-être 3 fois dans les institutions. Dans les prochaines semaines, on va organiser la vaccination dans l'institution et puis on repassera à 21 jours, on repassera, c'est la médecine du travail ou les médecins qui vont coordonner, les médecins référents qui vont coordonner l'opération. Et les commandes seront conjointes puisque les informations du médecin du travail et du médecin coordinateur seront fusionnées au niveau de la commande et donc l'institution recevra une commande complète pour le personnel et pour les résidents. Pour ce qui concerne la pénurie de matériel,
Donc l'Agence fédérale des médicaments s'adapte à la situation. Vous savez qu'elle avait commandé énormément de seringues qui étaient adaptées aux prérequis de base. Les choses ayant évolué, puisqu'il y a une 6e dose possible, il faut des seringues aussi de 1 millilitre qui sont un peu moins importantes, qui sont plus difficiles à obtenir sur le marché. Donc elle adapte son matériel pour fournir des seringues de 2 contenants différents pour pouvoir permettre en attendant de pouvoir manier les 2. En tout état de cause, vous avez 5 doses, 6 si c'est possible. Et l'Agence fédérale des médicaments fait vraiment tout son possible pour alimenter la livraison, avoir des livraisons pour pouvoir suivre dans la vaccination. Il y met beaucoup d'énergie, donc c'est nature à nous rassurer. C'est des vaccins Pfizer que vous aurez. Le Moderna, on en a un tout petit peu parlé tout à l'heure, arrive dans les hôpitaux qui sont des hôpitaux non hub, donc qui ne sont pas alimentés pour vos établissements dans un deuxième pas. Ils arrivent à partir de lundi dans les hôpitaux, ils vont servir à vacciner le personnel exposé dans les hôpitaux et en partie sans doute les professionnels de première ligne, mais en aucun cas on ne peut mélanger les deux. Donc si vous avez reçu une première dose Pfizer, vous recevrez une deuxième dose du même producteur. Et pour éviter toute confusion, les hôpitaux sont bien distincts. Quand il y a un médicament qui est utilisé dans un hôpital, il n'y a pas de confusion possible parce que c'est un autre hôpital qui a l'autre produit. Voilà un peu les quelques informations que je pouvais déjà vous donner. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Peut-être deux informations un tout petit peu plus techniques, mais pour clarifier les choses. Donc, je vois qu'on nous demande s'il faut un frigo spécifique. Alors, vous l'avez entendu, donc je parle ici uniquement du vaccin de Pfizer, parce que les conditions de Moderna, qui sont aussi des conditions de stockage au froid, ne sont pas identiques. On parle ici du vaccin qui sera proposé dans les institutions collectives de soins et dans les maisons de repos qui seront visitées la semaine prochaine. C'est un vaccin qui doit être conservé à moins 80 tant qu'on ne s'engage pas dans son utilisation. Et donc, ils sont stockés dans des hôpitaux qui disposent de ces frigos très particuliers et à des températures très basses. Lorsque le vaccin va être transporté vers votre institution, il est ramené, il est décongelé et ramené à une température de frigo classique, c'est-à-dire entre 2 et 8 degrés. Et là, il peut être conservé pendant un temps suffisamment long que pour pouvoir être utilisé, mais on commence à ce moment-là à avoir une horloge qui tourne, puisque une fois amené à 2 à 8 degrés, on peut conserver le médicament pendant 5 jours. Donc, en fait, quand le médicament est décongelé, il est transporté vers votre institution qui doit avoir un frigo dédicacé aux médicaments, contrôlé pour la température, mais un frigo normal qui puisse accueillir les doses de médicaments. Le jour de la vaccination, ces médicaments sont ramenés à température ambiante et à ce moment-là, les temps d'utilisation sont très courts. Ils doivent être préparés. Vous savez qu'on en a beaucoup parlé, dans une fiole du médicament, il y a officiellement 5 doses, en général 6. Et pour pouvoir être injectées, ces doses doivent d'abord être mélangées à du liquide physiologique, à de l'eau et du sel, qui vont être préparés dans l'institution par le médecin et les infirmiers et les infirmières qui préparent la vaccination et disposés dans des aiguilles individuelles pour avoir les 6 doses de vaccin qui permettent de vacciner 6 personnes. Ça doit être fait dans les 2 heures de la sortie du frigo. Et une fois que cette reconstitution est faite, on a encore 6 heures pour vacciner tant
en gardant la qualité du produit intacte. Donc vous voyez, c'est toute une procédure qui est dont les vaccinateurs ont été informés et dont les institutions sont informées à travers un petit document qu'on appelle les procédures standards d'opération, les SOP comme on dit en anglais, et qu'il faut évidemment suivre scrupuleusement pour pouvoir bénéficier au maximum de l'effet du vaccin. Donc, pas de besoin dans la maison de repos de matériel sophistiqué particulier, mais du matériel adapté et surtout une procédure qu'il faut suivre avec attention. Alors, dans le suivi, on nous demande aussi est-ce que les enfants de moins de 18 ans sont concernés? Non. Je pense que Jean-Michel l'a rappelé, les essais cliniques ont été faits sur les personnes de 16 ans et plus. Il y a effectivement des études sur les 12 à 18 ans qui sont en cours, mais dont nous n'avons pas encore les résultats. Et vous savez que plus on est jeune, moins le risque de faire une maladie grave est important. Et donc la priorité n'est évidemment pas de vacciner cette tranche d'âge, même s'il n'est pas exclu qu'en 2022, la recommandation soit étendue à la vaccination des enfants. On attend évidemment d'avoir les résultats des études en cours. Alors, qui vaccine? Ce sont les médecins du travail qui vaccinent le personnel et ce sont des médecins coordinateurs ou des médecins rattachés aux institutions, parce que dans les institutions collectives de soins, ce ne sont pas des médecins coordinateurs au sens de l'organisation pratique, mais ce sont des médecins qui remplissent un rôle similaire, qui s'occuperont de vacciner les résidents. Bien entendu, on l'a rappelé, je pense que Madame la ministre l'a rappelé, c'est une vaccination volontaire et donc les personnes doivent exprimer leur volonté de vouloir bénéficier du vaccin, et dans les situations où le recueil de son consentement n'est pas possible, par exemple pour des raisons de l'état mental, c'est comme c'est défini par la loi sur les droits du patient, une personne qui parle au nom de la personne incapable, qui prend les décisions comme d'habitude dans l'institution, et s'il n'y a pas de famille ou pas de proches pour prendre la décision, la loi indique que c'est le médecin qui, dans le meilleur intérêt du patient, prend à ce moment-là, et à ce moment-là seulement, la décision à sa place. Peut-on savoir quand et comment la médecine du travail prend contact avec les maisons de repos? Donc, nous avons, au niveau de la VIC, organisé le planning et ce planning est transféré aux maisons de repos, aux institutions collectives de soins et aux hôpitaux qui doivent leur fournir les médicaments. Et ce sont ces maisons de repos et ces institutions de soins qui prennent contact avec les médecins qui doivent faire la vaccination. Néanmoins, nous avons systématiquement informé les organisations de médecine du travail d'une part et les organisations de médecins coordinateurs d'autre part, de façon à doubler le circuit de l'information pour organiser la vaccination. Les membres du personnel qui ne souhaitent pas être vaccinés maintenant pourront-ils faire par la suite ce vaccin via la médecine du travail? Alors, la médecine du travail ne disposera pas, enfin personne ne disposera de doses individuelles du vaccin pendant l'année 2021 probablement. Vu l'urgence et la demande énorme de vaccins à l'échelle planétaire, toutes les productions sont faites dans des vials collectifs avec certaines doses. Pfizer, vous l'avez entendu, c'est 5 à 6 doses ensemble.
Moderna, l'autre médicament que nous avons maintenant, est de 10 doses par flacon. Et donc, il n'y a pas les vaccins individuels que l'on a l'habitude d'avoir à la médecine du travail. Ça sera certainement le cas dans les années à venir, mais pas aujourd'hui dans la situation d'urgence. Nous sommes en train de faire les commandes de vaccins pour une institution de personnes handicapées. Si le médecin coordinateur et les infirmières vaccineront les résidents, le personnel devrait être vacciné par la médecine du travail. J'ai répondu oui. Est-ce que tous les vaccins seront déposés à l'institution? Oui. Donc, on a une seule commande qui sera passée par l'AVIC à l'hôpital livreur à partir de l'information que nous fournira l'institution en nous indiquant combien de membres du personnel veulent être vaccinés et combien de résidents veulent être vaccinés. Et il y aura une seule livraison qui comprendra les vaccins, les seringues et les aiguilles, ainsi que le liquide nécessaire à la reconstitution du vaccin. J'ai répondu pour les moins de 18 ans, j'ai répondu pour qui va vacciner le personnel. Alors, est-ce uniquement avec l'accord des parents lorsqu'ils sont mineurs? On ne vaccinera pas les mineurs. Les résidents de la résidence-service demandent s'ils pourront être vaccinés. Oui, nous avons étendu la vaccination des maisons de repos aux résidences-services qui leur sont proches, puisque, comme vous l'avez entendu, la disponibilité des vaccins s'est agrandie. Que faire lorsqu'un médecin refuse que le médecin coordinateur vaccine ses propres patients? Alors, là, il ne doit pas y avoir de compétition pour vacciner. Les professionnels s'entendent. Et si le médecin traitant veut vacciner son propre patient, il faudra qu'il s'arrange évidemment avec le médecin coordinateur puisque c'est seulement ce jour-là que les vaccins seront disponibles, mais ce n'est évidemment pas un enjeu. Il y a une personne qui décide si elle peut être vaccinée et c'est le patient ou sa famille. Et il est à partir de ce moment-là de la responsabilité des professionnels de fournir la vaccination. La plupart des vaccinations seront d'ailleurs faites par du personnel infirmier qui a parfaitement été formé et qui a parfaitement légalement le droit, en toute autonomie, de faire la vaccination. Tout ce qu'on demande, c'est qu'il y ait un médecin dans l'institution. Maintenant, si le médecin traitant veut vacciner ses patients, c'est tout à son honneur et il n'y a évidemment aucun élément qui l'en empêche. Alors, l'institution n'est pas contactée le jour de la vaccination pour s'assurer du nombre de doses à apporter, mais à l'avance, ce sera dans le tout début de la semaine prochaine que l'on va prendre contact avec les institutions qui seront vaccinées la semaine d'après pour préparer la commande de vaccins et la commande du livreur, puisque c'est une firme spécialisée qui livre en respectant la chaîne du froid, qui ira chercher le vaccin dans la pharmacie hospitalière pour l'amener dans l'institution. Et c'est nous qui nous occupons avec la pharmacie de l'hôpital de prévoir le transport. Pénurie du matériel, je pense que Madame la ministre a répondu. Les services d'accueil de jour sont-ils inclus? Oui, maintenant ils le sont. Ils ne l'étaient pas au début parce qu'on n'avait pas les doses de vaccin. Maintenant, cela a été étendu. Si Madame la ministre. Merci. Une petite précision. Donc, les résidences-services dans le secteur des maisons de repos sont évidemment intégrées. Un certain nombre de dates sont déjà parties. Et donc, si vous n'avez pas encore votre date, ça ne saurait tarder. C'est une question, c'est imminent. Et pour les centres de jour, c'est le personnel. Alors, c'est plutôt dans le secteur du handicap. Les centres de jour sont du coup concernés pour le personnel, mais pas pour les pas de résidents, par définition, puisque c'est en journée.
Et pour le moment, ça fonctionne soit au ralenti, soit pas du tout. Et donc, ces personnes-là seront concernées dans la vaccination en fonction de leur âge pour la suite. Ah, si un résident change de maison de repos après avoir reçu la première dose, je suppose, et pas la deuxième. Ah oui, avant d'avoir reçu la deuxième, où doit-il être vacciné? Alors là, il faut que l'organisation suive. En principe, les résidents sont vaccinés à l'endroit où ils se trouvent, mais donc ça veut dire qu'il faudra que la nouvelle maison de repos prévoit, lorsqu'elle commande la deuxième dose, de commander celle d'un résident qui a reçu sa première dose ailleurs. Il n'y a aucune difficulté à cela, il ne faudra même pas le justifier, il faudra simplement inclure cette dose-là dans la commande. Vaccination, Jean-Michel, vaccination Covid en même temps que le vaccin grippe. Donc, pas uniquement en même temps que le vaccin grippe, mais en même temps que le vaccin pneumo pour étendre la question, puisque c'est les deux vaccins qui sont les plus caractéristiques chez les personnes les plus âgées, en tout cas chez les plus de 50 ans. Donc, non, pas en même temps. On recommande 2 semaines d'intervalle entre 2 doses de vaccin, quel que soit le vaccin. Donc, ça veut dire 2 semaines après un vaccin contre la grippe, 2 semaines après un vaccin pneumo. Ici, la subtilité avec le vaccin Pfizer, c'est étant donné qu'il est administré de préférence la deuxième dose 3 semaines après la première dose. Si on devait espacer de 2 semaines un autre vaccin, on ne va pas faire le vaccin contre la grippe, par exemple, 2 semaines après la première dose du vaccin Pfizer, puisque la semaine qui suivra, on devrait faire la deuxième dose du vaccin Pfizer. Donc, on propose de faire un vaccin et puis la totalité ici du vaccin Pfizer les 3 semaines et puis 2 semaines après un autre vaccin. Maintenant, on n'est plus vraiment dans la vaccination contre la grippe. S'il y en a encore qui doivent se faire vacciner, c'est un peu tard d'ailleurs. Mais en tout cas pour le vaccin pneumo, il est préférable d'attendre les 2 doses de vaccin Pfizer. Donc c'est les 2 qui sont les plus concernés potentiellement. Si on devra, et ça c'est peut-être une corollaire, revacciner chaque année, ce qu'on n'exclut pas, hein, puisqu'on attend avoir une protection d'au moins 6 mois, 1 an, voire plus. Mais si on devait même revacciner chaque année, on aura bien évidemment aussi des données supplémentaires et on n'exclut pas qu'on puisse à ce moment-là administrer les 2 vaccins en même temps. Mais vu qu'il est quand même relativement réactogène, je vous l'ai dit, y compris le vaccin contre la grippe, aujourd'hui on préfère éviter des événements indésirables supplémentaires qui seraient associés aux 2 vaccins. Mais donc ça ne risque de ne pas se poser vraiment cette campagne de vaccination dans les 6 mois à venir. Et si ça devait se poser, espacé de 14 jours. Très bien, alors le vaccin qui sera proposé dans les institutions, c'est bien le vaccin Pfizer, ce ne sera pas le vaccin Moderna, pour une raison assez simple, c'est qu'une fois décongelé, le vaccin Moderna semble délicat à transporter, et donc il va être utilisé plutôt pour vacciner dans les hôpitaux directement où il a été stocké, et en essayant, en étant attentif au maximum à séparer les lieux où l'on utilise Pfizer et on utilise Moderna pour éviter au maximum les confusions ou les difficultés d'organisation. On ne peut pas être vacciné à la première dose avec l'un et à la deuxième dose avec l'autre. Les espaces entre les 2 doses ne sont pas les mêmes, la présentation n'est pas les mêmes, la préparation n'est pas les mêmes, la conservation n'est pas la même. On a toutes les raisons de les garder simplement à des endroits différents, même s'ils sont très semblables à la fois en termes de fabrication, en termes de concept technologique et en termes d'efficacité, puisqu'ils ont tous les 2 une efficacité proche de 95%. Que doit-on mettre à disposition du médecin jour de la vaccination? Essentiellement, d'abord parce qu'on est livré la veille un local fermé dans lequel se trouve le frigo, dont la température est bien contrôlée par un thermomètre à l'intérieur du frigo pour être bien sûr qu'on est dans l'intervalle de température requis. Et le jour de la vaccination, un ou plusieurs locaux qui permettent de vacciner le personnel dans des bonnes conditions je dirais, de privacy individuelle,
et bien entendu en gardant les distances de sécurité et d'éviter évidemment que tout le monde se presse ensemble en cessant de respecter la distanciation physique, d'autant plus que l'effet du vaccin ne sera pas immédiat. Une question d'une maison de repos qui a, si je comprends bien, eu un cluster. Alors, je pense que là, la recommandation est que vous preniez un contact avec la VIC par l'adresse email de référence pour que l'on vous indique le moment où vous pourrez recevoir les doses de vaccin prévues pour vos résidents et pour la résidence-service qui est associée. Le webinaire, je pense, comme les autres, sera mis en ligne par la VIC. Vous avez déjà toute une série de webinaires qui sont disponibles sur le site de la VIC. Vaccin ou thérapie génique. Alors ça, c'est toujours été un peu un poison que les antivax ont lancé et qui est un véritable abus de langage, mais je laisse le spécialiste nous éclairer. C'est un abus, en tout cas c'est un langage détourné de façon abusive, pour être exact, puisque c'est vrai que c'est un organisme génétiquement modifié, puisqu'on peut appeler ça comme tel, hein, et donc si on le détourne de façon péjorative, on peut se dire que ça va avoir un impact au niveau des gènes. Et donc c'est là que bien évidemment la subtilité parfois des antivax essaye de jouer pour voir derrière les vaccins un impact potentiel sur le matériel génétique. Ce n'est pas le cas. Donc ce n'est pas parce qu'on vous injecte un matériel génétique. Alors j'aurais pu vous faire une démonstration, je n'ai pas fait chimique, de ce qu'on entend un matériel génétique. C'est juste ce qu'on appelle des bases dites nucléotidiques. Donc c'est juste une structure chimique relativement simple par ailleurs, un peu comme des Legos qu'on additionne les uns aux autres pour caractériser en fait votre ADN, votre gène ou bien votre ARN messager. Et donc tous les jours, vous êtes confronté à des virus, à des bactéries qui ont un matériel génétique différent du vôtre. Et donc, vous êtes contaminé potentiellement tous les jours par des organismes génétiquement modifiés. Alors, la nuance ici, ce qui est intéressant dans les vaccins ARN messagers, c'est, je vous l'ai dit, si vous prenez un fruit qui est un fruit charnu comme une pêche, par exemple, votre matériel génétique important, donc ce qui caractérise vos gènes, se trouve dans le noyau, et cet ARN messager, c'est comme un verre qui rentre dans la partie charnue, mais qui ne rentre pas dans le noyau, et donc même si c'est du matériel génétique, il ne va pas perturber votre matériel génétique propre, il ne va pas avoir d'impact sur votre matériel génétique propre, il va d'ailleurs être rapidement transformé et il a un temps de demi-vie très court, on ne sait pas vraiment le mesurer au niveau sanguin, il arrive directement au niveau des cellules, d'ailleurs au site d'injection, là où on va avoir la réaction immunitaire qui va se faire, d'où la réaction d'ailleurs de douleur à l'injection dans les jours qui suivent, mais donc on n'a pas de perturbation de votre matériel génétique. Donc les termes peuvent être parfois détournés, oui on peut appeler ça un organisme génétiquement modifié, mais non, ça ne modifie pas votre génome et vos caractéristiques génétiques. Et d'ailleurs il y a un corollaire par rapport à ça, parce qu'il y a une question, est-ce qu'il y a un impact sur